Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la philosophie dans laquelle je vais sans plus tarder vous expliquer ce qu'est réellement la philosophie. En effet, bien souvent la philosophie est réduite à une matière qu'on vous impose en terminale pour vous enquiquiner et qui passé un certain stade donne lieu à ce qu'on a coutume d'appeler la fameuse branlette intellectuelle. Mon but ici est de vous démontrer par A plus B plus C plus A au carré moins B prime que c'est archi faux dans la mesure où cette matière est quand même une discipline intellectuelle vieille de plusieurs siècles, avant même d'être quelque chose que l'on enseigne à l'école. Les axes de développement que je vais suivre sont les suivants. 1. Qu'est-ce que la philosophie d'un point de vue étymologique puis historique? 2. Qu'est-ce que la philosophie d'un point de vue scolaire? 3. Qu'est-ce qu'un philosophe réellement? 4. La perception de la philosophie et les a priori à son sujet. Et 5. Pourquoi il est devenu de plus en plus difficile de philosopher et pourquoi la philosophie a plus que jamais de l'intérêt. On y va. Alors, en premier point, je rappelle bien évidemment, au cas où, dans un premier temps, que l'étymologie, c'est la discipline qui étudie le sens des mots à partir de leurs racines. En effet, les mots ont un sens, et ça serait sympa de ne pas l'oublier en ces temps obscurs. Quand on s'intéresse à l'étymologie des mots que l'on emploie, on se rend compte que ceux-ci ont le plus souvent une origine grecque ou latine. Or, concernant la philosophie, vous le savez déjà probablement, mais cela provient du mélange de deux mots grecs, phil venant de philein, signifiant amour, et sophie venant de sophia, signifiant sagesse. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque l'on utilise un mot avec phil à la fin, ce qui vient derrière est objet d'amour. Et je ne vais pas donner d'exemple, car rien de bien net ne me vient en tête. Concernant Sophie, qui vient de Sophia en grec, je vous laisse à peine imaginer l'énorme pression sur les épaules des filles qui portent ce prénom. Si elles sont pas sages, ça la fout mal. La philosophie est donc l'amour de la sagesse, et on serait donc tenté d'en déduire immédiatement que le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Bah oui, il aime tellement ça la sagesse qu'il en mange sans arrêt à longueur de journée. Dès le matin, il se la tartine sur du bon pain grillé, et il se baffre de sagesse. Non, plus sérieusement, il faut dissiper un léger malentendu et ne pas confondre la sagesse au sens un peu classique et désuet de celui qui garde son calme en toutes circonstances et qui demeure irréprochable du point de vue de la conduite. On parlera ici de sagesse pratique, et la sagesse au sens davantage antique du terme, si je puis dire, comme science. Chez Aristote, par exemple, la sagesse concerne principalement la connaissance des causes et un savoir avant tout théorique, et ce n'est pas la même chose qu'une vertu qui serait d'ordre davantage pratique comme la prudence. La prudence permet d'anticiper les conséquences de ses actes, et aujourd'hui, on aurait tendance à assimiler le sage et le prudent d'une certaine manière. Même si pour Aristote, pour être réellement vertueux, il fallait être à la fois sage, prudent et tempérant, mais c'est un autre sujet que je n'ai pas le temps de développer ici pour le moment. Par ailleurs, historiquement parlant, la plupart des philosophes n'étaient pas nécessairement de grands sages, ça c'est un cliché aussi que je tiens à écarter dès le début, par leur conduite, et demeuraient parfois plus de grands sages par leur savoir, mais rassurez-vous car la plupart des philosophes ne sont pas des donneurs de leçons, ils ont au moins ça en commun comme nous allons le voir. Concernant cet aspect historique de la philosophie, qui puise sa source dans l'Antiquité grecque, je dois vous avouer que c'est un peu plus compliqué que cela, et que je serais malhonnête si je ne mentionnais nullement la philosophie orientale. En effet, la connaissance que nous autres petits professeurs de philosophie français avons de la philosophie, elle repose essentiellement sur une connaissance dite académique de celle-ci, car elle est basée sur la philosophie occidentale qui prend racine dans la Grèce antique. Par exemple, j'ai beau avoir étudié à fond la plupart des grands auteurs de l'histoire de la philosophie, j'avoue avoir une piètre connaissance à l'heure actuelle des philosophies occidentales, donc malheureusement il faudra pas trop compter sur moi pour l'instant, pour vous faire court sur Lao Tse ou Confucius. Donc moi je vais plutôt vous parler principalement de la philosophie au niveau de sa jeunesse, par le biais d'une culture occidentale. Concernant les premiers textes de philosophie, on peut dater ceux-ci de moins 600 avant Jésus-Christ environ, période qui concerne les présocratiques. Les présocratiques, comme leur nom l'indique, ce sont ceux qui précèdent Socrate chronologiquement parlant. Socrate, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est le premier très grand penseur ou philosophe, tout dépend de si l'on considère qu'il faut avoir écrit des livres
pour être considéré ou non comme un philosophe, ce dernier n'ayant rien écrit, et qui est connu pour avoir influencé l'immense génie qu'est Platon. Donc, tout ce que l'on connaît de Socrate, c'est essentiellement des citations, reprises le plus souvent par Platon dans ses écrits, donc difficile de dire s'il a vraiment dit ceci ou cela avec exactitude. Le plus ancien des présocratiques, c'est Thalès, que vous connaissez certainement à cause de son maudit théorème que l'on est obligé de se farcir quand on est au collège. Suivra ensuite Pythagore, fondateur de l'école pythagoricienne, Anaxagore, Empédocle. Évidemment, je ne vais pas vous en parler dans le détail car je n'ai pas le temps et surtout parce que l'on n'a pas conservé de textes philosophiques exploitables pour certains d'entre eux. Le plus connu des présocratiques dont on a conservé quelques fragments reste Héraclite, surnommé Héraclite l'Obscur, en raison du caractère obscur et difficile de sa pensée. Je ne vais pas non plus vous parler de sa pensée aujourd'hui car je n'ai pas le temps, sachez seulement qu'il constitue une influence non négligeable pour Platon, ainsi que pour les stoïciens par la suite. C'est donc entre moins 400 et moins 300 avant Jésus-Christ que les choses sérieuses vont commencer avec l'apparition de Socrate, un personnage sacré, si je puis dire, dans l'histoire de la philosophie, puisque tout ce que l'on sait de lui, en grande partie grâce à Platon et son Apologie de Socrate, un super bouquin que je vous conseille, où il lui rend hommage en retraçant son procès, est iconique et pas certain à 100% d'un point de vue strictement historique. Il y a une chose qui est sûre néanmoins, c'est que Socrate incarne l'essence de la philosophie par son caractère enquiquineur. Vous me direz donc que c'est pour cela que la philosophie est enquiquinante. Eh bien, vous auriez en bonne partie raison si pour vous, enquiquiner revient à poser des questions, car Socrate était à la fois un grand pédagogue et un esprit curieux qui avait soif de savoir, et confrontait régulièrement son avis à celui des autres Athéniens. C'est en cela d'ailleurs que Socrate incarne l'essence de la philosophie, car il évitait de se prononcer sur ce qu'il ne savait pas et prenait toujours la peine de se soumettre à la contradiction par le dialogue. On devine donc aisément que Socrate a été une influence décisive pour le scepticisme, mais surtout on devine que Socrate ne mettait pas tout le monde d'accord puisqu'il a été accusé de corrompre la jeunesse et d'introduire de fausses idoles dans la cité. Grosso modo, Socrate était accusé de trop vouloir faire réfléchir les jeunes et de ne pas avoir les mêmes croyances que ses concitoyens. Mais la source la plus fiable et qui me paraît la plus logique si on se base sur ce que nous a transmis Platon, c'est qu'il tournait en ridicule les faux savants qui croyaient en savoir plus qu'ils ne le pensaient. Et bien vite, il a fini par s'attirer les foudres des politiciens, vous vous en doutez. D'ailleurs, il y a une thèse dans l'Apologie de Socrate que je trouve vraiment intéressante. C'est celle selon laquelle une personne qui va se spécialiser dans son domaine va avoir tendance à étendre sa compétence à des domaines qui ne sont pas les siens. Et je trouve cette réflexion extrêmement intéressante et toujours d'actualité, donc je vous la partage. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire l'Apologie de Socrate, hein, c'est très court et c'est vraiment facile à lire et c'est un très grand texte. Socrate aurait pu échapper à la peine de mort, mais toujours selon la légende, il aurait provoqué délibérément le tribunal qu'il avait en face de lui, et quand on lui fera comprendre en coulisses que s'il veut survivre, il doit simplement renoncer à philosopher avec son prochain, il aurait répondu que ça lui est bien égal de mourir, et qu'au pire, il pourra continuer à philosopher en étant débarrassé de son enveloppe charnelle, une fois redevenu pur esprit. Donc c'est tout bénef pour lui, youpi! Oui, pour Socrate, la mort, bon, c'est pas très grave, c'est bon, c'est un détail. Socrate est donc resté le symbole du martyr quasiment christique qui cherche à dispenser le savoir face à l'obscurantisme et à l'intolérance, chose qui devrait inspirer de nombreux professeurs à l'heure actuelle, malheureusement, vous vous en doutez. Donc dans un premier temps, Socrate a bu la ciguë, un poison violent, et dans un second temps, Platon, qui étant malade n'a pas pu assister au dernier jour de son maître, rentrera en philosophie. De la même manière que l'on rentre dans les ordres, Platon, lui, va renoncer au mariage pour se consacrer entièrement à la philosophie. Et vu le résultat, bah, on va dire que c'était un sacré investissement solide, hein, on va pas lui en vouloir, hein. La philosophie occidentale est donc l'héritière de Platon et indirectement de Socrate, puisque la méthode dialectique, qui consiste à soumettre une opinion à sa contradiction pour parvenir à une vérité qui soit davantage certaine que cette opinion, elle est reprise par Platon qui structure toujours ses écrits à la manière de dialogue et qui soumet sa pensée à son opposé. La pensée de Platon étant toujours incarnée par Socrate qui prend la parole, excepté dans les dialogues de vieillesse, mais bon, c'est un détail
que je donne comme ça au cas où. C'est donc de là que vient la philosophie comme discipline intellectuelle qui doit permettre de développer un esprit critique, puisqu'il s'agit bien de prendre du recul par rapport à ce que l'on pense spontanément pour ensuite l'interroger. Par exemple, bon là, moi, si j'ai une idée un peu limitée sur un sujet X ou Y, je vais dialoguer avec quelqu'un d'aussi honnête que moi, et dans le dialogue, nos deux idées caricaturales au départ vont s'équilibrer et donner lieu, en théorie du moins, parce que dans la pratique, ça va pas forcément de soi, mais on aura l'occasion de reparler ailleurs, à une réflexion un peu moins digne du PMU. Platon, lui, il était tellement balèze qu'il parvenait à le faire tout seul comme un grand, en mettant en scène ses propres adversaires dans ses propres dialogues. Ah, vous vous rendez compte un peu? Non, il est fort, Platon, hein. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous allez vite vous rendre compte que c'est un des meilleurs êtres humains qui ait jamais existé sur cette terre. D'ailleurs, il est possible de voir l'histoire de la philosophie comme un long dialogue de la pensée humaine avec elle-même, et comme une recherche perpétuelle de la vérité, au moins jusqu'à Deleuze, qui réduira la philosophie à la seule création de concepts. Sauf que d'après moi, un concept qui ne sert pas à chercher la vérité ne sert à rien, donc on va plus partir de la définition selon laquelle un concept est un outil intellectuel créé par le philosophe pour chercher la vérité. Qu'est-ce qu'un concept, me direz-vous? Un mot compliqué. Oui, mais encore. Un mot qu'on a besoin de le définir tellement que c'est compliqué. Bon, allez, disons que c'est un mot complexe comprenant un ensemble d'idées qui va éclairer la compréhension d'un élément. Par exemple, nécessaire contingence, c'est une opposition de deux concepts, le premier renvoyant à ce qui ne peut être autrement, le second à ce qui peut toujours ou aurait pu être autrement que ce qu'il est. Eh bien, le philosophe, comme l'a bien dit Deleuze, c'est un créateur de concepts. Et on tient d'ailleurs ici un excellent critère plus tard pour distinguer le vrai et le faux philosophe. Concernant les grands philosophes, ceux que l'on va étudier ensemble, on a plusieurs périodes assez distinctes que je vous donne sans plus tarder de manière schématique pour éviter que vous fassiez des anachronismes ou que vous soyez perdu car je suis gentil et bienveillant. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, il faut pas m'en vouloir si à un moment donné je vous les balance les uns à la suite des autres. C'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer dans les grandes lignes comment s'articulent les différents grands moments de l'histoire de la philosophie. Donc à la suite des présocratiques, on a Platon, fondateur de l'Académie, et son disciple infidèle aux idées de son maître Aristote, fondateur du lycée. Oui, oui, ces mots si familiers dont le deuxième, le lycée, est synonyme de torture pour certains d'entre vous, viennent de ces grands hommes. Platon et Aristote vont constituer les deux piliers principaux de l'histoire de la philosophie. Je ne vais pas développer leur pensée ici car je n'ai pas le temps, mais disons que pour Platon, l'idée existe indépendamment de ce que vous sentez, tandis que pour Aristote, c'est ce que vous sentez qui est à l'origine de toute forme d'idée. Voilà, là, j'ai résumé les deux très, très rapidement et très grossièrement, mais c'est juste pour vous donner une idée un peu vague en attendant la suite. Donc ces deux tendances philosophiques vont respectivement donner lieu par la suite à de nouveaux courants philosophiques et à de nouvelles écoles telles que les cyniques, les sceptiques, le portique des stoïciens et le jardin des épicuriens entre moins 300 et moins 200 avant Jésus-Christ. On constatera d'ailleurs en passant l'influence décisive de Platon et d'Aristote, puisque les stoïciens, par leur penchant idéaliste, sont clairement plus influencés par Platon, et les épicuriens, par leur penchant matérialiste, nettement plus par Aristote. Vient ensuite la période médiévale, qui s'étend sur un grand nombre de siècles, puisqu'elle commence au IVe siècle après Jésus-Christ, avec le grand Saint Augustin, pour se terminer au XVe siècle. Donc si on s'en tient aux philosophes les moins connus de cette période-là, qui est un peu, on va dire, qui n'est pas la période la plus connue, la mieux maîtrisée la plupart du temps par les professeurs de philosophie, on constate qu'ils sont également théologiens, les philosophes de cette période, donc la théologie venant de théos, signifiant Dieu, donc renvoyant à l'étude du divin. On a Averroès qui est un théologien musulman, Guillaume d'Occam qui demeure célèbre pour son apport au nominalisme, et enfin, saint Thomas d'Aquin, qui est le dernier grand penseur de cette période, où l'essentiel des préoccupations intellectuelles, vous l'aurez compris je pense, tombe quand même pas mal autour de la religion et de l'étude des textes sacrés. Toute cette tradition scolastique va ensuite influencer le rationalisme du XVIIe siècle, où c'est la raison humaine comme faculté de provenance divine qui élève l'homme au-dessus des simples bêtes,
désolé les véganes en passant, hein, c'est clairement pas leur siècle, qui permet d'atteindre la vérité et de conduire son existence comme il faut. À cette période, on est encore dans une approche universaliste et polyvalente de la science qui fait que tout bon philosophe qui se respecte est généralement considéré lui aussi comme un scientifique. Vous aurez sans doute remarqué d'ailleurs au passage que Thalès et Pythagore, ils sont avant tout considérés comme des mathématiciens célèbres, mais leur statut de philosophe tient au fait que la plupart de leurs écrits philosophiques ont sans doute existé, mais n'ont pas été conservés avec soin. En revanche, concernant un grand scientifique tel que Newton au XVIIe siècle, le mélange entre science et philosophie est assez radical, au point de confondre les deux, puisque son ouvrage de référence se nomme Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre compliqué, hein, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais surtout essentiellement scientifique. Alors, ça ne signifie pas que nos ancêtres étaient idiots, ça serait même largement le contraire a priori, et confondaient les domaines d'études qui n'avaient aucun lien entre eux, mais bien plutôt qu'ils pensaient que le savoir était une affaire relative à la raison humaine, commune à toutes les disciplines. D'ailleurs, cette idée-là, elle est bien expliquée par Descartes dans ses règles pour la direction de l'esprit, où dès le début, ce dernier nous explique que la raison humaine, qui traverse le champ du savoir humain sous toutes ses formes, est commune à toutes les sciences. En gros, pour résumer, que je fasse des maths, de la philo, de la physique ou de la biologie, je dois poser des raisonnements et faire fonctionner mon intelligence. Seulement, au bout d'un certain temps, près d'un siècle après la naissance de la physique moderne au XVIIe, la différence de contenu d'une théorie philosophique et d'une théorie scientifique, elle a un peu fini par sauter aux yeux de tout le monde, et la mise à mal du statut de philosophie comme reine des sciences qui explique le mieux en profondeur le monde a fini par déchanter. Ainsi, le XVIIe siècle, ça va être le siècle qui aura vu naître de grands penseurs, dont la plupart demeurent des génies excellents dans de nombreux domaines. On a Descartes et Pascal en France, hein, on peut dire qu'à cette époque on était drôlement costaud en philo. Il y a eu Leibniz qui était excellent dans à peu près tous les domaines, des mathématiques à la philosophie en passant par le droit et la théologie. Il était assez extraordinaire. Spinoza et un certain Locke, fer de lance de l'empirisme anglais qu'il conviendrait de ne pas oublier, mais on aura l'occasion de parler de sa relative sous-estimation actuelle dans une autre vidéo. Le XVIIIe siècle, dont vous avez déjà entendu quelque part le surnom, sera le fameux siècle des Lumières, dont certains philosophes auront une postérité plus littéraire que philosophique. On peut penser à Voltaire, mais aussi dans une certaine mesure à Diderot, malgré un regain d'intérêt récent en philosophie par les universitaires. Mais le plus important va être la place accordée à l'esprit critique. Le principal philosophe responsable de cette révolution, c'est un certain Kant, qui n'était décidément pas le premier imbécile venu, puisqu'il a complètement redéfini la place réelle de la philosophie et créé le fameux criticisme, qui consiste à déterminer ce qui conditionne le savoir et donc les jugements que nous avons. Rien qu'avec ces trois critiques de la raison pure, de la raison pratique et de la faculté de juger, le gars a mis en évidence l'importance du sujet dans sa propre connaissance et effectué par analogie une révolution copernicienne au niveau du savoir humain. Le courant humaniste du XVIe siècle et certaines découvertes scientifiques de cette période, telles que celle du système héliocentrique, ont eu une influence majeure et déterminante, mais Kant a été celui qui a inauguré le geste philosophique de la révolution copernicienne, c'est-à-dire que de la même façon que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et qui est responsable de son propre mouvement comme on l'a découvert, en tournant autour d'elle-même, autour de son propre axe, c'est bien le sujet humain qui structure a priori ce qu'il connaît du monde. Comment? On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais sachez en tout cas que dans cette perspective, le mouvement initié par Kant et le siècle des Lumières amorce un recul progressif de Dieu et de la religion dans les préoccupations humaines en termes de réflexion, puisque l'homme est de plus en plus perçu comme un sujet autonome, capable de parvenir à la vérité sans donner sans cesse crédit à Dieu ou au texte sacré. Enfin, faut pas exagérer, hein, c'est pas complètement la déconnade non plus, sinon un type comme Voltaire n'aurait pas été censuré régulièrement, notamment quand il a écrit Candide, hein, qui contient des passages assez drôles à ce niveau-là. Mais on est en net progrès de ce point de vue-là, comme
Comme autre géant de cette période, outre Montesquieu qui demeure assez peu étudié depuis, on retrouve l'immense, le génial David Hume qui a largement influencé Kant, et un certain Rousseau qui a partiellement influencé Kant lui aussi d'ailleurs. Le 19e siècle sera particulièrement fécond et je pense honnêtement que c'est vraiment la période où on a vu naître les dernières grandes œuvres philosophiques avec le romantisme et l'idéalisme allemand. On peut retenir principalement deux monstres de cette période bénie en la personne de Hegel et de Schopenhauer. Le premier a tenté de développer une conception historicisante du savoir humain, enfin principalement en philosophie, dans des ouvrages aussi massifs que difficiles à déchiffrer comme la phénoménologie de l'esprit ou l'encyclopédie des sciences philosophiques. Il a développé une nouvelle méthode dialectique qui inspirera la méthodologie que vous connaissez en philosophie au niveau scolaire. Bref, on peut difficilement faire l'impasse sur Hegel et je ne vais pas expliquer dans le détail pourquoi ça serait trop long pour cette vidéo. Et le deuxième immense prodige, Schopenhauer, qui vivait sur une planète totalement différente et opposée à ce cher Hegel, qu'il haïssait de tout son être, a purement et simplement déconstruit tout ce qui se faisait avant lui, il a inauguré la méthode généalogique reprise par Nietzsche ensuite, et passé au Karcher tout ce qu'il y avait avant, à commencer par le rationalisme. Donc contrairement à Hegel, Schopenhauer fait de la raison humaine une faculté secondaire totalement déterminée par des soubresauts inconscients. Il a ainsi renouvelé totalement l'approche du savoir humain, inauguré la notion d'inconscient dynamique et influencé pratiquement tous les auteurs remarquables venus après lui, à commencer par Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Bergson, une partie de l'existentialisme, et même un peu Marx au niveau méthodologique, d'après Clément Rosset. C'est lui qui le dit, hein, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est pas moi. Sans parler des influences multiples sur la littérature et le monde des arts. Bon, vous comprendrez aisément que quand je vois le dédain qu'on lui réserve parfois en termes d'études ou d'importance historique, je suis obligé de me mordre les lèvres pour ne pas paraître grossier. Ensuite, bien évidemment, on a Marx qui est l'enfant de Hegel et le précurseur du communisme, et Nietzsche, qui, comme je l'ai dit, est le fier et triomphant étendard d'une philosophie généalogiste qui consiste à examiner les rapports originaires entre plusieurs idées ayant conditionné l'apparition d'une certaine idée notamment, et qui demeure l'enfant de Schopenhauer. Le XXe siècle sera un peu moins génial à mon sens, mais on peut noter l'apparition de divers nouveaux champs d'investigation philosophique. La philosophie des sciences bâtie sur les bases de ce qu'Auguste Comte a mis en place un siècle avant avec le positivisme, et qui consiste à commenter de manière philosophique le sens d'une théorie en science, si je dois le résumer un peu caricaturalement. Dans tous les cas, ça me paraît un peu loin de la philosophie si on rentre réellement dans le détail, et un peu trop superficiel si on voit cela par le biais du prisme scientifique pur et dur, mais bon, passons. Il y a également eu l'existentialisme post-Kierkegaard, j'entends, donc la phénoménologie, dont je ne dirai pas mot dans cette vidéo qui risque d'être déjà trop longue, la philosophie analytique, bref, tout un tas de petites choses plus ou moins sympas qui viennent clore l'histoire de la philosophie actuelle, avec des penseurs aussi importants comme Bergson, Freud, Wittgenstein, Husserl ou Heidegger. Ah oui, et Sartre aussi, j'ai failli l'oublier. Historiquement parlant, donc, vous l'aurez compris, la philosophie c'est un joyeux bazar qui comporte toute forme de mouvements de pensée et de préoccupations diverses, préoccupations auxquelles on essaye un tout petit peu de vous sensibiliser lorsque vous êtes en terminale. Ce qui m'amène au second point, la philosophie d'un point de vue scolaire, c'est quoi au juste? Bah, un programme, pour commencer, constitué de notions telles que la liberté, le bonheur, le travail et la technique, l'art, la conscience, l'inconscient, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Vous ouvrez un manuel de terminale et vous les avez toutes, sur lesquels les grands philosophes cités précédemment ont beaucoup réfléchi. Mais évidemment, on va pas faire de vous des philosophes, hein, on n'a pas cette prétention puis ça sera impossible. On va plutôt vous habituer à vous poser des questions, à raisonner et donc à faire preuve de rigueur via une méthode, sur laquelle je vais revenir dans une série de vidéos, rassurez-vous. Les deux exercices en question, vous les connaissez sûrement peut-être déjà, c'est la dissertation où vous évalue sur votre cohérence, et pas sur votre pensée, qui en tant que telle ne vaut rien, soyons bien clairs là-dessus, et l'explication de texte où le but consiste à rendre clair une pensée formulée de façon complexe. Le but du jeu, c'est qu'après vous avoir lu, on comprenne mieux ce qu'a voulu dire tel ou tel philosophe. Bien évidemment, c'est fatigant, ça peut paraître rébarbatif, mais vous verrez qu'en réalité, pour peu que vous fassiez preuve de bonne volonté, il n'y a rien d'insurmontable là-dedans. Et puis la philosophie, à mon sens, reste davantage intéressante par la diversité des réflexions qu'elle propose et la possibilité de se familiariser avec celle-ci pour se forger son propre avis,
que pour des aspects purement scolaires ou académiques. D'ailleurs, évidemment, j'en profite pour le dire, hein, mais un professeur de philosophie n'est pas nécessairement et même rarement un philosophe. C'est simplement quelqu'un qui maîtrise bien son sujet dès qu'il s'agit de parler de philosophie et de pratiquer les exercices susmentionnés. Qu'est-ce qu'un philosophe alors, me direz-vous? Troisième point, précisément. Je pense que vous vous en doutez déjà de la réponse si vous m'avez suivi jusque-là, mais un philosophe, c'est précisément une personne qui réfléchit sur ce qui compose le champ de l'activité et du savoir humain en utilisant des concepts et qui cherche ainsi la vérité. J'insiste là-dessus pour pas pour me fâcher avec Deleuze qui est mort de toute façon, mais parce que c'est depuis Platon, en tout cas et même avant lui, ce qui fait la différence avec un sophiste. Le sophiste a beau posséder la sagesse dans son nom, vous vous doutez bien qu'il ne l'est pas, c'est même plutôt le contraire. Il passe pour sage dans l'opinion publique alors qu'il ne l'est pas, précisément. Donc le sophiste, c'est celui qui, dans l'Antiquité grecque, pour info, hein, comme ça, je vous l'explique afin que ça soit clair, se faisait payer pour apprendre à devenir un fortiche de la rhétorique et avoir raison dans un débat. Un avocat, par exemple, on pourrait dire que c'est encore une sorte de sophiste. Il va chercher à diminuer la peine de son client. Il va pas spécialement chercher à dire la vérité en elle-même. On va dire qu'il va l'amorcer sous un angle qui rendra la gravité des actes du client, on va dire un peu moins barbare. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, où il donne un florilège d'exemples en termes de stratagèmes dignes des sophistes. L'exemple le plus connu d'entre eux étant l'attaque ad personam, c'est-à-dire sur la personne, où on insulte son adversaire plutôt que de chercher à argumenter sur le fond, car l'on sait que l'autre a peut-être raison. Le but de la philosophie, c'est de construire une pensée, de convaincre, non de persuader en recourant au sensationnalisme. Le sophisme, c'est exactement l'inverse, il faut juste d'après lui que notre interlocuteur ait l'air juste, on va dire davantage plus bête que nous, et c'est largement suffisant, hein. Donc vous voyez qu'entre faire en sorte que celui qu'on a en face ait l'air plus bête que nous et chercher la vérité, il y a quand même un gros écart. Par conséquent, à partir de ces critères que je viens de vous donner à vous, de me dire si vous voyez des philosophes à l'heure actuelle, plus encore si vous en voyez dans le paysage médiatique actuel, je pense pas, mais je reste ouvert à toute proposition. Sachez en tout cas que ce n'est pas ce que l'on vous vend comme étant vrai qu'il est réellement, mais je pense que vous en êtes déjà conscient. Ce qui m'amène précisément au quatrième point, celui de la perception de la philosophie par l'opinion commune. Oui, la philosophie n'a pas toujours bonne réputation, et pourtant force est de constater qu'elle n'a pas grand-chose à se reprocher, puisqu'elle a toujours été une discipline consistant à chercher le vrai par raisonnement et par concept. Sur ce point, je vous répondrai que la bêtise de l'opinion commune y est pour quelque chose, puisque la mauvaise perception du philosophe remonte à Socrate et est presque aussi ancienne que la philosophie elle-même. D'un point de vue scolaire, c'est compliqué, exigeant et ce n'est pas du goût de tous les élèves, je le conçois, qui ont des préoccupations, allez, disons, bien plus triviales et matérielles sans vouloir me faire d'ennemis parmi ceux ou celles qui regarderaient cette vidéo. Et du point de vue de l'opinion publique, c'est souvent les mêmes arguments idiots et faciles qui sont évoqués, et le premier d'entre eux qui conditionne tous les autres, il me semble que c'est «Oh, la philo, ça sert à rien». J'ai l'air de me moquer, mais je pense que cette idée, toute faite, doit être examinée avec le plus grand sérieux qui soit. Qu'est-ce qu'on entend par inutilité concernant la philosophie? Il s'agit bel et bien de dire que la philosophie ne produit rien d'utile et entendre par là, rien, qui ne soit matériel et directement consommable. Effectivement, dans une société régie par l'intérêt et le profit, la philosophie fait un peu tâche, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle demande du temps, de la réflexion et ne semble rien produire de comestible, ni même du pognon, c'est vous dire. À moins que vous soyez un philosophe médiatique, mais l'argent, il va vous revenir directement à vous. Heu, Pas à l'ensemble, de la société. Donc il y a 2 manières de défendre la philosophie. La première est celle de Jean Kelevitch et demeure parfois reprise par certains collègues, c'est celle que j'aime le moins. Il faut répondre: oui, et alors? Et mettre en relief le fait que tout ce qui est culturel est par définition inutile, mais n'est pas sans valeur pour autant, et que c'est bel et bien l'inutilité de la philosophie qui, quelque part, lui confère toute son importance, puisqu'elle permet d'élever l'esprit au lieu de se complaire dans une recherche permanente de gains et de profits qui remplit davantage les poches que le cerveau. Je force légèrement le trait volontairement, mais en faisant ainsi, on débouche presque vers un argument de type moral.
La deuxième façon de défendre la philosophie, celle que je préfère et qui est sans doute moins populaire, c'est celle qui consiste à démontrer que la philosophie est bel et bien utile, mais en redéfinissant l'utilité d'une autre manière que produire du pognon, de la nourriture ou du confort. En effet, il est plus difficile d'être pris au sérieux par des gens sensés quand on ne sait pas argumenter et qu'on fait 15 fautes d'orthographe par ligne, et la philosophie aide à éviter ça par son exigence de rigueur et de précision d'une part. De même, il est parfois utile de mieux comprendre dans quel monde on vit pour éviter de dire ou de penser n'importe quoi, et il se trouve que le système politique ou économique qui structure notre quotidien à notre insu est issu de diverses idéologies ayant leur source d'une façon ou d'une autre dans la philosophie elle-même. En effet, va parler de communisme sans rien connaître à Marx, c'est compliqué. Va parler de libéralisme ou même de néolibéralisme sans rien connaître à Adam Smith, c'est un peu compliqué aussi. Va parler de théorie du genre sans rien connaître à l'existentialisme du siècle précédent, Sartre, Beauvoir et compagnie. Bon, ça va paraître un peu difficile ou laborieux également. La philosophie produit donc bien une chose utile en définitive, et j'en suis convaincu, c'est un esprit critique qui est capable de comprendre pourquoi et comment on peut en être amené à penser une chose ou une autre, et d'après moi, c'est pas la chose la plus inutile du monde. Concernant mon cinquième et dernier point, bah, je dirais en conclusion qu'il est effectivement difficile de penser et de prendre du recul de nos jours, vu la quantité astronomique d'informations qu'on nous balance au quotidien, la plupart étant alarmantes, et que la philosophie constitue, je le pense, un refuge salutaire et même agréable une fois que l'on a fait les efforts nécessaires pour l'apprivoiser. Dans une époque où des opinions toutes cuites et sans valeur absolue constituent parfois des vérités, je vous propose, vous et moi, que nous cherchions à raisonner ensemble sur différentes problématiques afin de laisser le caractère morose et parfois ennuyeux du quotidien derrière nous, tout en apprenant des choses intéressantes. Et sur ce point, Deleuze avait également raison en un sens, la philosophie, elle porte réellement sur l'intéressant. À très bientôt.